Aujourd'hui, on découvre le métier de footballeuse professionnelle avec Andrea Lardès, qui est la capitaine de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux. Comment devient-on joueuse de foot professionnel? Combien on peut espérer gagner? Qu'est-ce qui a changé dans le foot féminin ces dernières années et c'est quoi son avenir? On se retrouve bien évidemment sur un terrain de football. Il fait extrêmement chaud, il y a du vent, il y a énormément de soleil, mais c'est aussi ça le métier de footballeuse, c'est s'entraîner quand il fait trop chaud et quand il fait trop froid. On va voir tout ça avec Andrea qu'on rejoint tout de suite. Donc, je m'appelle Andrea Lardès, j'ai 29 ans et je suis footballeuse professionnelle au FC Girondins de Bordeaux. Ça n'est absolument pas une vocation familiale, j'ai une famille qui ne fait absolument aucun sport. Donc j'ai débuté un peu par passion et un peu par hasard. J'ai fait du judo avant et j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Donc j'ai commencé le foot, j'avais 6 ans avec les garçons et en fait j'ai accroché tout de suite. Donc j'y suis restée, mes parents n'y ont vu aucun inconvénient. 23 ans après, j'y suis encore. Alors concrètement, comment est-ce qu'on devient footballeuse professionnelle? Je pense qu'il faut avoir une grande part de chance. C'est-à-dire qu'il faut tomber au bon endroit au bon moment. Mais évidemment, il y a quand même toute une partie formation. Donc on peut commencer toute petite, moi j'en connais qui commencent un petit peu plus vieilles, vers 12-13 ans. Il y en a qui commencent à l'âge de 6 ans comme moi j'ai pu le faire. En général, on commence dans un club avec des équipes en école de football traditionnelle. Et en fait, à partir de 12-13 ans, il commence à y avoir des rassemblements au niveau départemental, au niveau régional. Donc là, on commence à se regrouper avec les meilleures joueuses du coup de notre département ou de notre région. Il y a des compétitions qui sont faites au cours duquel on est repéré. Et donc là, on commence après à rentrer dans des systèmes de sections sportives ou de pôle espoir dans lesquels en fait on peut rentrer sur concours après avoir été repéré. C'est-à-dire que c'est des jeunes filles qui sont repérées, qui arrivent de clubs, qui font des concours d'entrée donc à base de football, à partir aussi d'analyse du dossier scolaire et à partir d'interaction, d'échanges avec le staff. Et si ces joueuses-là sont retenues, elles rentrent dans une structure pôle espoir qui correspond en fait au lycée où elles ont des entraînements tous les jours aménagés avec un emploi du temps scolaire du coup particulier. Et en fait, à partir de là, les recruteurs, les équipes commencent à s'intéresser et commencent à faire leur recrutement. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'arriver pour le moment au niveau professionnel. Même si là, il y a quelques centres de formation, un petit peu à l'image de ce qui se fait chez les garçons, qui sont en train d'émerger. Mais sur le même principe, c'est-à-dire qu'on rentre à partir de 14-15 ans quand on finit le collège. Et c'est du coup dans les années lycée un petit peu qu'on se fait repérer. Tu as utilisé plusieurs fois le terme repérer, mais qui repère? Souvent, c'est des gens de la fédération. Donc, ça peut être des éducateurs sur des équipes de jeunes, par exemple des équipes U16, U17, etc., qui travaillent pour la fédération. Et sinon, c'est les clubs directement. Donc, les clubs aussi ont leur propre qui remontent réseau leur de pépite, recrutement. Voilà. Okay. Donc, en général, les clubs aiment bien avoir leurs pépites depuis le plus jeune âge et les faire émerger de leur propre club. Mais ça arrive aussi que les clubs, du coup, aillent chercher un petit peu les pépites des autres. Comme chez les garçons. Et donc tu disais que le dossier scolaire est quand même important? En tout cas dans ces structures-là, oui, puisque il y a aussi une image quand on rentre dans un pôle espoir ou quand on rentre dans un centre de formation, il y a quand même une image pour la fédération ou pour le club où on veut que du coup la jeune fille arrive en ayant son bac et du coup un niveau de football qui puisse lui permettre après d'aller plus loin. Et après le bac, est-ce qu'il y a possibilité de faire un double cursus études secondaires et foot en parallèle, ou est-ce qu'une fois qu'on a le bac, on se lance à 100% dans la carrière de footballeuse? C'est une question de choix. Il y a des possibilités, elles sont assez restreintes parce qu'il faut rentrer dans des études où il y a des aménagements pour les sportifs ou les sportifs de haut niveau. Donc ça se fait de plus en plus. En STAPS, il y a ce chemin-là. Dans d'autres écoles, il y a aussi ce chemin-là. En tout cas, ils essayent d'aménager le cursus du mieux possible. Mais il y en a qui font forcément le choix. À partir du moment où elles sont rémunérées avec le foot, il y en a qui font le choix d'arrêter complètement les études. Moi, j'ai pu faire mes études parce que je m'entraînais le soir ou à partir de 17h. Donc j'allais en cours le matin et jusqu'à 14-15h. Et après, j'allais à l'entraînement. Donc ça, c'était assez jouable. Maintenant qu'on s'entraîne le matin, je pense que c'est un petit peu plus compliqué pour certaines en termes d'organisation. Donc je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui du coup ne poursuivent pas dans des études supérieures. Et oui, et ce qui s'est passé aussi, mais tu vas le voir avec Miguel juste après au niveau des salaires, c'est qu'en fait les salaires d'aujourd'hui sont plus du tout les mêmes que ceux d'il y a 5-6 ans. Donc peut-être qu'à 5-6 ans, tu étais peut-être plus poussé à faire des études supérieures, alors que là, tu sais que tu peux vivre, dès que tu as le bac, tu sais que tu peux signer un contrat et vivre. Surtout selon les clubs. Alors chez nous, on a la particularité d'avoir un petit peu revu le projet et de signer des joueuses de plus en plus tôt. Donc là où, par exemple, moi je disais tout à l'heure que mon premier contrat qui me permettait de vivre du foot, c'était il y a 4-5 ans, donc j'avais 24-25 ans. Là, les jeunes signent des contrats qui leur permettent de vivre à 17-18 ans. Donc forcément, la mentalité, la projection n'est plus du tout la même. Je vais te laisser avec Miguel pour parler d'argent. Très bien. Donc Andrea, on va parler de salaire. J'imagine que c'est pas du tout le même que chez les garçons.
Mais combien on peut espérer gagner quand on est footballeuse pro? Alors, je dirais que ça dépend de beaucoup de facteurs. D'abord le club, parce que selon les clubs, on ne gagne pas toutes la même chose. Selon les pays, on ne gagne pas toutes la même chose. Et ensuite, ça dépend beaucoup de l'expérience et du statut. Pour donner un exemple, je vais donner mon salaire. Voilà. Moi, j'ai quelques années d'expérience en D1. Je joue du coup au Girondins, mais par contre, je n'ai pas le statut international, donc je ne suis pas joueuse de l'équipe de France. Et je gagne à peu près, puisque c'est variable, on a des clauses avec des primes de match, etc., environ 3 000 € bruts par mois. J'ai des primes, donc si je joue tant de matchs titulaires, plus de 45 minutes. J'ai des primes si je joue tant de matchs par saison, l'année d'après, je suis augmentée. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai négociées en amont dans mon contrat. Donc d'un mois à l'autre, je peux faire plus 1 000 € bruts sans problème. Voilà, c'est ça. On a des primes collectives. Les primes, ça suffit. Tout dépend selon les années, tout dépend des primes qu'on négocie en début de saison à titre individuel et à titre collectif, parce que par exemple collectivement, on avait négocié, je crois que cette année on était à 375 € bruts la victoire. Donc c'est-à-dire que par mois par exemple, si on fait 2 victoires, forcément on prend. Et si on fait 2 victoires et que moi j'ai joué beaucoup de matchs, je peux prendre facilement 1000, 1500. Et c'est pareil, c'est les garçons? Il y a des primes à victoire? Elles sont plus élevées. Il y a des primes de victoire, il y a des primes de matchs nuls. Ils ont aussi des primes individuelles, mais elles sont bien plus élevées. Et comme c'est les garçons, tu peux faire du sponsoring de ton côté ou c'est pas assez développé pour l'instant? Tout le monde n'a pas cet aspect sponsoring-là. Celles qui l'ont, elles l'ont plutôt sous forme matérielle. Elles n'ont pas forcément de gains financiers. Par contre, elles ont les chaussures qui leur sont fournies. Elles ont aussi des vêtements. Par exemple, elles ont de l'argent à dépenser sur Puma, Nike ou Adidas, selon la marque dans laquelle elles sont rentrées. Après, une joueuse qui va jouer à Paris ou à Lyon, on peut monter sur des 8, 10, 15 000 €. Je pense que les plus gros salaires montent à 50 ou 60 000 € par mois quand même. À la Ligue 1 en France? En D1, je sais pas, mais à l'étranger, c'est sûr. Et c'est comme c'est les garçons, c'est des salaires qui sont publics? Pour les plus gros salaires, ils sortent dans l'équipe comme ceux des garçons. Oui, voilà. Ouais. Après, c'est toujours plus ou moins vrai, parce qu'évidemment, on a toutes nos petites clauses dans le contrat, donc il y a une marge. Mais oui, ils sont rendus. Et du coup, l'ambiance dans l'équipe, vu qu'il y a des joueurs qui le gagnent plus que d'autres, c'est normal, c'est acquis que... C'est il y en a qui gagnent 3 fois plus que celle qui vient de rentrer? Ouais. Je pense qu'après, tout le monde sait plus ou moins comment ça fonctionne. Les jeunes se doutent bien qu'elles ne vont pas avoir le même salaire que celles qui ont déjà quelques années d'expérience. Comme moi, je sais que je ne peux pas avoir le même salaire qu'une joueuse qui est régulièrement appelée en équipe de France. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté. Après, c'est très très rare. Moi, j'ai pas de problème avec les chiffres, mais c'est très rare quand les joueuses donnent le chiffre exact et le montant exact de ce qu'elles touchent. C'est comme dans la vraie vie, quoi. Une façon d'augmenter son salaire, c'est peut-être de changer de club ou pas forcément? Oui, ça peut. Après, il faut avoir la possibilité de le faire. Mais déjà, même au sein d'un même club, en général, à partir du moment où on renégocie son contrat, on rentre forcément dans une possibilité de négociation à la hausse, quoi. Disons que si le club veut nous garder, on est en position de dire d'accord, mais il va falloir s'aligner, à minima s'aligner et au mieux nous augmenter. Et c'est là que du coup rentre le boulot de l'agent, ou en tout cas le boulot de la négociation, puisqu'on peut avoir plusieurs clubs qui nous font plusieurs propositions et du coup faire un peu augmenter le salaire comme ça. Okay. Mais oui, c'est une façon aussi de faire. Mais le meilleur moyen, ça reste d'être performante. Oui, évidemment. Et du coup, de marquer, d'avoir des primes individuelles, etc. Et on peut facilement changer d'équipe ou même de pays Alors, on peut, à condition d'avoir déjà un très bon agent qui a un réseau assez étendu, que ce soit en France ou à l'étranger. Après, selon les championnats, donc par exemple en Angleterre, je sais qu'il y a un nombre de points, ça fonctionne par points. On ne peut pas accéder au championnat anglais tant qu'on n'a pas tant de points. Et en général, ces points-là, on les a du coup en étant international dans notre pays, donc en jouant par exemple en équipe de France. Donc à l'heure actuelle, par exemple, je ne pourrais pas, moi, signer en Angleterre. Par contre, j'aurais la possibilité d'aller dans d'autres pays à l'étranger. Mais en général, soit ça passe par l'agent qui a un réseau comme ça, soit ça passe par une volonté du club à l'étranger ou en France de venir nous chercher parce que ils nous ont repérés en regardant les matchs, etc. Ça commence beaucoup à bouger. Nous, on a beaucoup d'étrangères qui viennent dans le championnat français. On a des Allemandes, on a des Espagnols, on a pas mal d'Américaines. Et on commence à avoir beaucoup de joueuses françaises qui restaient ici au départ et qui commencent à s'expatrier un petit peu. Donc ça commence à se mixer parce que tous les pays n'ont pas la même culture, n'ont pas le même apprentissage. Et du coup, en faisant venir des joueuses étrangères, on amène quelque chose un petit peu différent. Voilà. C'est ça. Du coup, comment ça se passe au niveau de mon métier? Donc en général, on a des saisons qui durent du mois de juillet où on attaque une préparation estivale. On démarre le championnat au mois de septembre. On a une petite trêve très courte pour la période de Noël et on finit la saison en général fin mai, début juin. Sur une semaine type, en gros, on est sur les terrains du lundi au samedi, on a le dimanche de repos. Enfin, en tout cas, on a toujours un jour de repos. Et ensuite, pour ce qui est d'une journée type, en général, on arrive le matin. On commence par de la musculation. On passe à peu près, je pense, 1
heure, 3/4 d'heure, 1 heure en salle. Ensuite, on a la partie terrain qui dure à peu près 1h15, 1h30 selon les séances. Plus on se rapproche du match, plus on est sur des séances courtes. Et après, on a un repas qu'on prend tout ensemble. Et l'après-midi, en général, quand il n'y a pas d'autres séances, est réservé donc aux soins, à la récupération. Donc on a une kiné qui est sur place, on a le médecin, on a tout ce qu'il faut pour récupérer. C'est quoi ta part déplacement versus à la maison? Dans le championnat, on est 12 équipes. Donc en fait, on a le même nombre de matchs à domicile que de matchs à l'extérieur. On en a 11 à la maison et 11 du coup à l'extérieur. D'accord, donc tu bouges à peu près 1 fois par mois, quoi. Oui, c'est ça, à peu près 1 ou 2 fois selon les mois. En début de saison, c'est un petit peu plus chargé, on joue un peu plus de matchs. En fin de saison, comme en plus il y a les coupes les matchs de coupe qui viennent s'ajouter, on joue un petit peu moins. Alors tu dirais que c'est quoi le principal inconvénient et le principal avantage de ton métier? Le principal inconvénient, du coup, pour moi, c'est plutôt je dirais le fait de vivre un petit peu en parallèle, un petit peu en décalage avec les gens de notre âge. C'est vrai que on baigne dans le foot depuis toute petite, mais on n'évolue pas comme les autres. Là où on arrive à un âge où du coup, c'est boîte de nuit, ou les sorties, les repas en famille, les choses comme ça. Nous, il y a beaucoup de choses qu'on rate. J'ai raté un paquet d'anniversaires, notamment parce que j'étais en déplacement ou que j'avais match ce jour-là. Un autre inconvénient, c'est le corps, l'usure du corps, parce que les genoux, le dos, les chevilles, on s'abîme beaucoup plus vite. Et par contre, le gros avantage, c'est de pouvoir vivre en fait de notre passion et depuis toute petite, de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir et de pouvoir en faire notre métier. Je pense que c'est vraiment le gros plus de ce boulot-là. Je reviens sur l'usure du corps. Est-ce que du coup, tu peux mettre des choses en place? Est-ce que toi, tu mets des choses en place pour que ça s'use moins vite ou que ça s'use moins tout court? Oui, on fait beaucoup de mobilité, on a fait beaucoup de yoga aussi pendant un temps selon les entraîneurs qui sont réceptifs. Évidemment, on essaye de faire attention. Après, il y a une énorme part de génétique, on n'est pas toutes logées à la même enseigne. Donc en fait, à partir du moment où le genou est usé et où le cartilage s'abîme, oui, on peut injecter, oui, on peut mettre du gel, on peut faire durer dans le temps, mais l'usure reste là, le cartilage ne repoussera pas. Ouais. Donc c'est souvent le genre d'usure qu'on a et qu'on retrouve à partir de 25-30 ans. C'est un petit peu les problématiques chez nous, quoi. Les genoux surtout. Et d'ailleurs, tu me disais que les croisés, finalement, c'est beaucoup plus courant chez les joueuses que chez les joueurs. Oui, alors il y a pas mal d'études sur le sujet parce qu'on essaye de comprendre pourquoi. Il y a peut-être une question de laxité des ligaments, il y a peut-être un rapport avec les cycles menstruels, mais c'est vrai que c'est... En tout cas, les stats ont l'air de dire que c'est assez courant. C'est vrai que nous, tous les ans, il y en a... c'est très régulier dans le championnat, quoi. Et il y a encore des joueuses qui ratent la Coupe du Monde qui aura lieu cet été parce qu'elles se sont rompues les ligaments croisés. Depuis combien d'années tu es des joueuses professionnelles? Alors, tout dépend ce qu'on met derrière le mot professionnel. Si c'est jouer dans le meilleur championnat français, je joue du coup en D1 depuis 2016-2017. Si c'est vivre pleinement de mon travail, on va dire, c'est simplement depuis, je dirais, 2020-2021, où j'ai un salaire qui me permet de faire que ça. Si je t'imposais de garder qu'une seule chose, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ah, les matchs. C'est pas que je déteste m'entraîner, mais on s'entraîne toute la semaine pour le samedi ou le dimanche. Et en fait, moi, c'est vraiment la partie qui fait que je continue, c'est cet aspect compétition, quoi. Est-ce que tu dirais que n'importe quelle petite fille ou jeune fille qui veut devenir footballeuse professionnelle peut? Ou est-ce que ça demande des qualités particulières, ton métier? Je pense que n'importe quelle petite fille peut devenir footballeuse. Pour devenir professionnelle, comme dans beaucoup de métiers, évidemment, ça demande quand même des qualités, certainement des qualités de base, mais surtout des qualités qu'on développe. Le goût de l'effort, c'est paradoxalement, je pense, une de celles qu'on développe le plus au fur et à mesure des années. Et c'est là qu'on voit qu'il y en a qui abandonnent très vite parce que c'est pas toujours évident de venir à l'entraînement, de se donner beaucoup, de souffrir, parce que par moments on souffre. Je pense que c'est peut-être la principale qualité même qui fait du tri entre celles qui veulent être professionnelles et celles qui le deviennent réellement. Et après, est-ce qu'il y a une barrière financière? Parce que tu vois, il y a certains sports, je pense par exemple au tennis, où si t'as pas les parents qui peuvent suivre financièrement, derrière, il y a un moment où tu t'es bloqué quand tu veux monter. Est-ce que le foot, c'est un sport, en tout cas c'est l'image que ça renvoie, mais est-ce que c'est vraiment un sport où peu importe d'où tu viens et les moyens de tes parents, et voilà, tu peux réussir à monter si tu as ce goût de l'effort et si tu bosses et si t'en veux? C'est une bonne question. Je pense pas que l'aspect financier soit un des principaux freins. Alors à part les protèges tibia et la licence et les chaussures, il n'y a pas de matériel, le ballon en général ça nous est fourni par les clubs, etc. Donc évidemment, comme dans tout sport ou comme dans toute chose, il faut investir un petit peu sur l'équipement, mais je pense pas que ce soit un vrai frein pour devenir, en tout cas pour performer au plus haut niveau. D'autant plus que plus on tend vers le professionnalisme, plus les clubs nous fournissent des équipements, plus les sponsors nous fournissent des choses aussi. Donc en fait, oui, à la base, il y a peut-être un petit investissement, mais qui est moindre, je pense, par rapport à d'autres pratiques. Et du coup, toi, à titre perso, tu as un agent, tu as des sponsors, tu as tout ça? Alors
Alors j'ai pas de sponsor individuel, c'est assez rare chez nous. Par contre j'avais un agent et on a toutes quasiment un agent pour nous représenter parce que il n'y a rien de plus difficile que de négocier son contrat. Mais dans nos contrats, on a énormément de clauses, il y a énormément de choses qu'on peut ajouter et qu'on ne sait pas forcément. Il y a beaucoup d'aspects juridiques aussi parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas le droit de faire en tant que footballeuse professionnelle. Et donc pour tout ça et pour négocier simplement les salaires, les clubs, etc., effectivement on est quasiment toutes représentées par un agent. Oui. Donc toi, tous les ans, quelque part, tu remets un peu ta place en jeu au club des Girondins et tous les ans, ton agent renégocie le contrat? Alors c'est pas tous les ans, disons que ça peut être des contrats d'1 an, ça peut être des contrats de 2 ans ou de 3 ans. Parfois, ça va jusqu'à 4, 5, c'est rarement plus. Le plus souvent, c'est tous les 2-3 ans. Tout à l'heure, tu as dit, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Tu peux me donner des exemples? Oui, je n'ai pas le droit de faire du cheval, je n'ai pas le droit de faire de l'ULM, je n'ai pas le droit de faire de la plongée. Normalement, je n'ai pas le droit de faire tout ce qui est sport motorisé, moto, quad et compagnie. Disons qu'en fait, s'il nous arrive quelque chose quand on pratique ces sports-là, le club est en droit de rompre notre contrat. C'est le genre de choses, alors le cheval, je ne pensais pas, mais en fait, c'est le genre de choses. Il y a eu un exemple récent avec un gardien du PSG qui a fait une chute de cheval, qui est resté dans le coma pendant un long moment. Mais c'est le genre de choses, en fait, si le club le sait, ils sont en droit de nous pénaliser. On l'a vu tout au long de la vidéo, il y a pas mal de choses qui ont bougé sur les 6-7 dernières années dans le foot féminin français. Tu nous as parlé notamment de l'augmentation des salaires, voire même de la création des salaires parfois. Comment tu le vois le foot français féminin évoluer dans les années à venir? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler en parallèle. Déjà, on est en train de bosser avec notre syndicat sur une convention pour régir notre profession. Donc déjà, je pense que d'avoir un vrai cadre dans lequel on va évoluer professionnellement, c'est la plus grosse avancée qu'il puisse y avoir là dans un futur très proche. Ensuite, évidemment, on aimerait toutes bénéficier de meilleures infrastructures, d'avoir un petit peu plus de médiatisation. Donc je pense que ça va passer par des gros investissements de la part des clubs, de la part des fédérations, de la part de la FIFA. C'est peut-être ce qui va arriver après, c'est-à-dire qu'on aura de plus en plus donc, de centres de formation, comme on disait, donc de plus en plus de jeunes joueuses qui émergent, donc potentiellement un niveau plus élevé, et du coup, petit à petit, plus de sponsors, plus d'engouement, et du coup, au final, plus d'argent. Elles vont pas partir, ces joueuses? Parce que si finalement en Angleterre et aux États-Unis ils sont déjà en avance par rapport à nous, est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir émerger des super pépites et puis de les voir partir? C'est le risque. Après, c'est ce qui fait, ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, c'est ce qui fait en fait que les salaires maintenant augmentent. Les clubs en fait, quand ils ont des jeunes joueuses comme ça de qualité, ils les bloquent en fait de plus en plus tôt et de plus en plus vite. Par exemple, chez nous, des jeunes joueuses, elles signent pendant 3 ans, par exemple à 1 800 €, de sorte que si un club étranger veut les récupérer, il est obligé de payer en fait. Et du coup, il va y avoir en fait un espèce de business, il va y avoir une industrialisation, je pense, du football qui va se mettre en place aussi autour des joueuses. Mais oui, c'est un petit peu le risque que ça devienne plus attractif ailleurs. J'espère que la France va faire ce qu'il faut pour se mettre au niveau des autres et pour nous permettre d'avoir les meilleures conditions possibles. Mais en tout cas, c'est en très bonne voie. C'est possible qu'il y ait le... Non, c'est des billes de... Des lettres blanches. Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais ça, c'est un synthétique dernière génération, donc... C'est plus des billes avant que marron, là. Ouais, noir, là. On va parler des reconversions parce qu'on ne peut pas continuer à jouer au foot à 40 ans. Je pense que 35, c'est la limite. Est-ce que tu as déjà pensé à la reconversion? Oui, bien sûr. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté puisque j'avais pas j'ai été salariée très tard. Donc en fait, j'avais tout de suite entamé déjà les démarches pour penser à l'après. Donc du coup, moi j'ai un diplôme, j'ai un master, je suis psychologue à côté en fait. Donc même si j'exerce pas pour le moment, je sais que c'est quelque chose que je pourrais potentiellement reprendre une fois ma carrière terminée. Psychologue des sports de niveau. Voilà, c'est un diplôme en psychologie de la santé plus largement, mais effectivement, j'avais commencé à exercer moi dans le sport et du coup dans une structure Pôle Espoir. Donc potentiellement, je sais que ça peut faire partie des choses que je ferai après le foot, même si je ne ferme pas les portes et que je reste ouverte à d'autres métiers. Mais c'est un sujet qui est hyper important et qui, je pense certaines oublient un petit peu trop. Parce que l'argent fait que parfois on ne pense pas du coup à l'après, on vit l'instant. Mais bon, de plus en plus quand même, on essaye d'aider les jeunes à se projeter et à dire ok, profitez du foot, on a quand même du temps à côté. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans les journées, on a quand même nos après-midi, même s'il y a de la récup. On a du temps pour se former, on a du temps pour découvrir des choses. Au travers de votre chaîne notamment, c'est l'occasion de découvrir des métiers. Tu nous parlais tout à l'heure qu'il y a un syndicat qui vous aide aussi à la reconversion, une fois que vous êtes proche de la fin, c'est ça? Oui.
Du coup, c'est le même syndicat qui nous aide à rédiger la convention. En fait, ils nous mettent à disposition donc, des formations, ils nous aident dans les démarches aussi par rapport à certaines universités ou quoi, pour qu'on puisse avoir des aménagements, par exemple passer certains masters ou certains BTS ou certaines choses à distance. Et ils nous proposent, eux, leur propre panel et leur propre réseau de formation. Donc moi, j'ai fait des formations en création d'entreprise, j'ai fait des formations, là je finis une formation Toutes dans financées l'immobilier. par le syndicat Elles ne sont pas financées par le syndicat, mais elles sont financées par le club. Étant donné que je suis salariée, j'ai le droit à des formations. Et du coup, en fait, le club a un budget formation. Comme toute entreprise en fait. Exactement. Donc il faut bien dire aux futurs joueurs de foot de ne pas négliger les formations pendant votre carrière. Oui, c'est ça. Surtout, on n'oublie pas parce qu'on ne sait jamais combien de temps va durer la carrière. Donc c'est important aussi de pouvoir se projeter dans autre chose. Ok, super. La vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. J'ai mes lunettes de soleil, il faut que je les enlève, non? Non, c'est la fin. Ok. On va essayer de faire plus de vidéos avec des professionnels du sport. Donc si c'est quelque chose qui vous aime, qui vous attire et dont vous voulez savoir un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao. Oula.